Bonjour, je suis Isabelle Boutin. Et je suis Mélanie Dufresne. Cherchez-vous la meilleure façon de promouvoir votre livre? Bienvenue au podcast Entrepreneur, la révolution du livre. Votre dose hebdomadaire de nouvelles et d'inspiration pour votre carrière d'auteur. Bienvenue à l'épisode 10. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Ça va super bien, et toi? Ça va bien, il fait beau soleil, on est de bonne humeur. Oui. Je suis à moins de 5000 mots de la ligne d'arrivée de mon manuscrit en cours. Wow, ben ça a donc bien accéléré en une semaine, c'est fou. Oui, tu vois, j'ai une moyenne de 6-7 000 mots par semaine. C'est bon. Puis là, je suis dans ma 8e semaine. Donc, ça sent la fin, là, à moins que mes personnages me jouent un tour puis que je sois obligée d'ajouter une scène. Ça se pourrait, ça arrive des fois. Jamais, voyons. Donc c'est ça, là, ça sent la fin. Là. Je devrais avoir un premier jet bientôt. Et toi? C'est génial, ça. Oui. Moi, toujours pareil ou même, là, en mode révision de nouvelles. Et j'ai travaillé plus sur le côté développement, démarchage un peu, là, si on veut, dans les dernières semaines, pour essayer d'aller trouver des nouveaux partenaires là, au niveau des librairies puis des boutiques. Donc, étant donné que je crois que le délai est trop rapide pour trouver un distributeur pour mon projet de nouvelles, au moins, je vais avoir fait des démarches pour aller distribuer moi-même, finalement. Donc, je suis là-dedans. Là, c'est bien parce que la réaction est quand même positive. Là. Les boutiques que j'ai approchées en ce moment, c'est des boutiques spécialisées. Donc, c'est sûr que déjà, c'est plus facile de vendre l'idée quand eux vendent déjà ce genre de livres-là ou d'items-là. Mais la réponse est plutôt bonne à date. Donc, c'est encourageant. Fait que, on continue dans cette belle lignée-là. Puis, on continue dans la révision. Ça avance bien. J'ai presque la moitié là, des textes qui sont passés sous ma loupe. Puis après moi, j'ai pas encore passé, moi, sous la loupe. Non. Là. Pas encore. Le tour s'en vient. En fait, il n'y avait pas d'ordre précis. Là. C'était vraiment dans l'ordre qui était classé dans mon document. Puis ça n'a pas tant de rapport avec l'ordre qui vont être dans le livre ou quoi que ce soit. Là. C'est vraiment aléatoire. Là. Donc, je ne sais même pas si... Je crois que c'est dans l'ordre que je les ai reçus. Que mon document est classé. Donc, premier arrivé, premier servi. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la place finale dans le livre qui est presque déterminée, mais pas encore tout à fait. Bon. Mais c'est ça avance. Bon, une bonne nouvelle. Et pour cette semaine, tu as rencontré quelqu'un du domaine de l'univers de l'écriture, mais qui est pas un auteur, qui n'est pas nécessairement dans la chaîne de la publication. Oui, j'ai rencontré un lecteur, mais plus précisément un bêta-lecteur, donc quelqu'un qui vient lire le manuscrit et pas le déconstruire ni le critiquer, mais donner son avis externe de lecteur de où, selon lui, sont les forces et les faiblesses du roman, puis qui nous aide après ça à faire les ajustements nécessaires. C'était une belle rencontre. Je pense que ça va pouvoir intéresser certains de nos auteurs qui hésitent à faire affaire avec un bêta-lecteur ou qui y pensent, mais qui ne savent pas trop qu'est-ce que ça fait un bêta-lecteur en vrai. Fait que très, très intéressant. Écoutez bien ça, puis on vous revient tout de suite après. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir avec moi David Caron pour parler de bêta-lecture. Salut David, comment ça va? Bonjour Isabelle, ça va très bien, toi? Ça va très bien aussi. Je suis contente parce qu'aujourd'hui, on va parler, d'habitude, on reçoit des auteurs. On a reçu une graphiste déjà, mais on parle toujours du côté de l'écriture, de la planification, mais là, on va parler plus de côté de la lecture avec quelqu'un qui est de l'autre côté. Donc, toi, tu n'écris pas. Toi, tu lis. Non. Exact. C'est bon. Et tu es devenu bêta-lecteur. Est-ce que tu pourrais partager avec nous comment c'est arrivé ça dans ta vie, cette nouvelle activité-là, si on veut? Oui, bien sûr. Ma conjointe a décidé d'écrire. Elle a décidé d'écrire, elle a commencé à développer ses projets, a écrit ses premiers romans. Donc, à la suite de ça, elle a tenté de se faire éditer de façon traditionnelle, donc d'envoyer certains de ses manuscrits.
pour finalement avoir les réponses que tous les nouveaux auteurs reçoivent. Non. Les noms sans explication, puis Ouais. c'est bon, voici, on n'ira pas plus loin avec votre projet, mais on vous remercie de nous l'avoir envoyé. C'est pas plus d'explications. Mhm. Donc, ce qui a amené à développer les skills au niveau de la bêta-lecture, jusqu'à un certain point de l'édition, c'est de faire de la relecture pour améliorer le projet, pour éventuellement le promouvoir nous-mêmes, c'est-à-dire de le vendre nous-mêmes, de le promouvoir, de trouver des plateformes, etc. Donc, c'est d'avoir un produit de qualité pour éventuellement pouvoir le vendre nous-mêmes. Ouais. Donc, tu es devenu une espèce de critique, si on veut. Ben, j'aime pas le terme critique, mais quelqu'un qui va lire le texte puis qui va dire, ben ici ça marche pas, ça j'aime pas ça. Tu pensais à... Est-ce que comment ça fonctionne exactement quand tu commences à lire un roman dans le but de donner ton avis comme ça en bêta-lecture? C'est une question d'esprit critique. C'est-à-dire que généralement, ce que je vais faire, c'est que je vais lire le livre d'une traite pour me faire une idée de l'histoire. Puis par la suite, je vais le décortiquer pour pouvoir en discuter. C'est-à-dire que est-ce que c'est vers ça que tu voulais aller? Est-ce que c'est vraiment ça que tu voulais que ton personnage représente face à notre perception? Est-ce que tu considères que ça, c'est un point fort ou un point faible? Pour développer, de un, il y a l'histoire que la personne veut écrire, et de deux, il y a l'histoire en général. Est-ce que c'est trop facile? Est-ce que c'est cliché? Est-ce que c'est bien écrit? Est-ce que c'est bien expliqué? Est-ce que c'est ressenti ou juste expliqué, mentionné? C'est beaucoup à ce niveau-là. Ça fait quelques nouveaux auteurs que je lis. Puis souvent, ce qu'on remarque dans quelqu'un qui commence, c'est qu'il va beaucoup décrire les choses plutôt que les faire vivre. Donc, on va être il fait ça, il fait ça, il fait ça, il fait ça, plutôt que ce que le personnage ressent, comment il le développe, comment il le voit. Donc, souvent, à la deuxième lecture, mettons, je passe au travers du roman. Ouais. Puis la deuxième, je vais me prendre des notes justement à ce moment-là pour dire ça, c'était trop descriptif, ça, c'était pas assez ressenti. Le personnage est trop carton, il est trop plat, on ne voit pas au-delà de ça. Donc, ouais. Donc, ça peut arriver que, par exemple, à la fin de ta lecture, tu te dis, ben, les personnages m'ont pas rejoint du tout, j'ai pas réussi à m'attacher. C'est le genre de commentaires que tu peux faire pour améliorer l'histoire, oui, mais aussi les personnages, la façon dont c'est amené. Ah, oui, exact. Dans le fond, on va prendre chacun des personnages, puis on va regarder est-ce qu'il amène quelque chose à l'histoire. Est-ce qu'il est là juste pour remplir une tâche ou il amène quelque chose à l'histoire, puis est-ce qu'il a de l'effet sur le lecteur? Donc, c'est ça. L'idée, c'est qu'on va, au-delà de juste l'attachement, de dire est-ce que c'est un personnage qui est intéressant? Est-ce qu'il vaut la peine d'être développé? Est-ce qu'il est là pour quelque chose? Ou c'est simplement un détour intellectuel rapide pour pouvoir faire avancer son histoire, là? Ouais. Oui, parce que je pense que c'est une erreur que des gens font des fois. Ils vont avoir beaucoup de personnages, mais il y en a qui servent à rien. C'est comme des épouvantails un peu, là. Ils vont juste mentionner 2-3 choses, puis ça apporte rien de plus à l'histoire. Donc, des fois, ça m'est arrivé de lire quelque chose comme ça, parce que j'ai fait de la bêta-lecture aussi à un certain moment, puis ça m'est arrivé à un moment donné de lire, puis de dire, ben, ce personnage-là, il apporte rien. Tu pourrais peut-être, si tu as envie de faire dire cette réplique-là à quelqu'un, ben, la donner à un autre personnage, puis oublier celui-là qui sert à rien, parce que dans le fond, je pense que l'important, c'est d'avoir des personnages qui sont différents. Je ne sais pas si c'est quelque chose que tu remarques en lisant, mais est-ce que c'est important pour toi que chaque personnage ait sa propre personnalité? Et sa propre personnalité soit développée chacun à sa façon. Évidemment, tu sais, si je fais interagir, si l'auteur fait interagir avec un vendeur sur la route ou quoi que ce soit, tu sais,
ça ira pas nécessairement plus Ouais. loin que ça. Il n'y a pas nécessairement besoin d'être plus développé que ça. Par contre, il faut que l'interaction de son personnage principal soit en ligne avec la mentalité du personnage. Tu sais. Il ne peut pas déroger de ce que le personnage principal est en fonction de la personne avec qui il parle. C'est sa personne intrinsèque. Tu sais. Je te donne un exemple. Là. Disons que le personnage principal c'est une personne qui est très rigide mentalement. Il ne pourra pas commencer à développer ses émotions face à un personnage. Tu sais, d'un moment à l'autre dans le livre, c'est incohérent face au personnage qu'il est au départ. Donc, c'est un peu ça, c'est de voir la cohérence face à personnage, au personnage, face à l'histoire qu'on veut développer avec ce personnage. Donc, la cohérence, ça reste quelque chose qui est super important quand tu fais cet exercice de bêta-lecture-là. Oui, s'assurer la logique des événements, la cohérence face au personnage, face à ce qu'on veut exprimer avec ces personnages-là. Ouais. Est-ce que tu trouves que dans le contenu d'un roman, par exemple, bon, il y a un début, il y a un milieu, puis il y a une fin. Est-ce que tu trouves qu'il y a certaines parties qui sont plus difficiles à réussir que d'autres? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Je crois que la plupart des gens ont une bonne idée de où ça commence, puis où ça finit. Ouais. C'est beaucoup le chemin C'est entre le milieu. les deux. Oui, exact. Je pense qu'il y a une section, la section névralgique, je te dirais, là, quelque part entre le premier, la première partie du roman, l'intro, le début, puis la fin du premier tiers, cette section-là. Tu sais, dans le deuxième tiers, généralement, on va déjà commencer à embarquer dans l'histoire qui va mener à la fin. Donc, je dirais c'est le tampon entre le premier tiers puis le deuxième tiers, si on veut. Là. Cette section-là qui est plus dure à accrocher souvent. L'endroit où on va bâtir notre amour pour le personnage, l'endroit où on va bâtir notre amour pour le monde, qu'on va accrocher dans l'histoire, dans les événements qui se passent. Tu sais, toute la section, comme le cœur, le noyau dur, qui va faire qu'on va avoir soit tu sais, cette espèce d'impression de surprise à la fin du roman ou ce désir d'aller plus loin au niveau d'une série ou quoi que ce soit, c'est vraiment le cœur du roman plus que l'intro ou la fin parce que c'est là qu'on va développer justement notre affinité avec les personnages. Ouais. Et donc, c'est là qu'il peut avoir parfois des temps morts. Et c'est là où... Des temps morts, des faiblesses. Ouais. OK. Donc, est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui peut se travailler? Oui. Dans le sens que, bon, toi, tu vas donner tes commentaires suite à ta lecture. Est-ce que, comment ça se fait justement, ce rendu de commentaires-là? Est-ce qu'après ça, tu vas relire l'histoire suite aux corrections qui ont été apportées? Explique-nous comment tu vois ça. C'est quoi, selon toi, la façon idéale de bâtir un livre avec un bêta-lecteur? Ben, je crois que c'est en continu. C'est en continu. On l'a testé à quelques occasions. J'ai testé justement un roman terminé, d'embarquer dans un roman terminé, puis de continuer. Évidemment, une fois qu'il est terminé, qu'il est rendu à la fin, on n'a pas nécessairement le désir de réécrire au complet un roman. Là. Je te confirme. Éventuellement, je crois que la meilleure façon de travailler avec un bêta-lecteur, avec une équipe qui est sérieuse, si on veut, c'est en continu, c'est d'en écrire un bout, de le présenter, de dire, tu sais, présentement, est-ce que ça fait du sens? Oui, non, parfait. Qu'est-ce qu'on pourrait, de quelle façon on pourrait rediriger ou retravailler? Puis après ça, tu sais, continuer à développer au fur et à mesure. C'est pas le bêta-lecteur qui va l'écrire, mais il va être capable d'exprimer si la direction est bonne avant qu'on soit rendu à la fin ou dans le mur, si on veut. Tu sais, récemment, j'ai parlé à un auteur, un nouvel auteur, puis j'ai été assez rough. C'est ce qu'il avait besoin, c'est ce qu'il désirait aussi comme approche. Là. Puis, grosso modo, il y a une bonne section du roman qui apportait pas grand-chose. Donc, tu sais, il a travaillé extrêmement fort pour placer ça, pour écrire ça.
Puis je trouvais ça important de rapporter les informations de façon à pouvoir lui présenter le mieux possible, puis à lui dire, cette section-là, elle pourrait disparaître. Elle ne serait pas là, puis ça ne ferait pas de changement. Fait que quand le livre est terminé, quand on est rendu plus loin au niveau de notre processus d'écriture, ben je pense que c'est d'autant plus rough que si, mettons, j'ai, je sais pas, 4-5 000 mots d'écrits, puis sur 15-20 000, puis grosso modo, il y a une section qui est plus faible. Bon, ça fait moins mal au cœur de la couper ou de la retravailler que l'ensemble de l'œuvre. Ouais. Ben, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que si, mettons que quelqu'un ne passe pas par ce processus-là de bêta-lecture, c'est des commentaires qu'il va recevoir plus tard de toute façon. Donc, si jamais il réussit à vendre, si jamais il réussit à vendre son manuscrit à un éditeur, l'éditeur va lui demander de couper cette section-là, de toute façon, si ça apporte vraiment rien. Et sinon, ça va être le lecteur en bout de ligne qui risque d'abandonner même sa lecture, puis de laisser une mauvaise critique en ligne et de dire je me suis embêtée, c'était pas intéressant, etc. Est-ce que d'après toi, exact. Est-ce que d'après toi, c'est un must pour tous les auteurs d'avoir un bêta-lecteur? J'explique ma question, mais vas-y, puis après ça, je compléterai. je considère, Isabelle, que est-ce que c'est un must? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut appeler ça? Est-ce qu'on peut payer, exemple, pour de l'édition? Est-ce que je crois que quand on parle d'auto-édition, ce que je vis de ce temps-ci, au niveau de l'auto-édition, je pense que oui, c'est un must d'avoir soit ce qu'on appelle un alpha-lecteur, un bêta-lecteur, une personne qui va passer rapidement sur le livre, qui va pouvoir donner un argumentaire, puis trouver quelqu'un qui est assez honnête et qui nous aime suffisamment pour dire vraiment les choses comme elles sont. Oui. Je pense que ça aussi, c'est un bon point, parce qu'à un moment donné, des fois, c'est pas toujours des conversations le fun à avoir, là, dans l'ensemble de l'œuvre. Ça peut être un peu rough, puis il faut être ouvert à la critique aussi. Mais oui, je pense que ça passe par ça, de façon à pouvoir développer de meilleures histoires. J'ai pas toujours raison. Je pense que dans l'ensemble de l'œuvre, ma conjointe, elle va prendre une partie de ce que je dis, une partie qui va aller au vidange, qui n'a pas de sens. Puis, dans l'ensemble de l'œuvre, avec tout ça, ça fait juste des meilleurs romans pour les lecteurs au final. C'est un peu... Je pense que, puis tu pourras me dire ce que tu ressens, toi, à l'autre bout, mais pour un auteur, je pense que c'est archi difficile d'aller demander ça parce qu'on a peur de ce que les lecteurs vont avoir comme commentaire. Tu sais, comme on dit souvent, un livre, c'est comme un bébé. on l'a pondu, on l'a vécu, puis de recevoir après ça la critique de quelqu'un, je pense que ça peut faire peur. Est-ce que... selon toi, est-ce que c'est quelque chose qui fait peur aux auteurs et est-ce que tu as une façon d'apporter les critiques pour justement que ça soit moins difficile à absorber pour la personne qui reçoit les commentaires? Ben, chaque critique est là pour améliorer les romans. Tout du moins, l'idée que moi j'ai face à une lecture, c'est ça. La critique est là pour améliorer le roman. Puis le but, je crois, pour un auteur, ça, ce bout-là, c'est peut-être moins sûr parce que moi, c'est moins mon bout, mais je suis convaincu que le but d'un auteur, c'est d'être lu. Oui. C'est de vendre son roman, mais c'est de le présenter, que des personnes le lisent, que des personnes commentent son histoire, faire vivre... Que les gens aiment ça. C'est ça, exact. Le but, c'est de faire vivre son histoire à d'autres, celle qu'on avait envie de raconter. Puis dans cette optique-là, les critiques qu'on va chercher avec des bêta-lecteurs, les personnes vers qui on va pour s'améliorer, pour développer nos skills, pour développer nos automatismes aussi. Parce que ce qu'on a travaillé dans le premier roman, on ne le travaille plus dans les romans où ma conjointe est présentement. Ce ne sont plus des erreurs qu'elle fait parce qu'elle a développé son écriture. Puis, maintenant, on fait juste dire on est dans
dans le fait, on n'est pas dans le ressenti. Fait que là, automatiquement, elle sait ce que c'est, tu sais, elle comprend pourquoi je mentionne ça. Donc, fait que c'est ça, le but de faire lire un roman par un bêta-lecteur, c'est de développer pour améliorer l'histoire, pour éventuellement pouvoir la présenter à plus de gens, la vendre à plus de gens, puis être lu. Ce qui est le but, à mon avis, ultime de n'importe quel auteur, c'est d'être lu. Sinon, ça vaut pas la peine d'écrire. Ben, on peut écrire pour nous autres mêmes, là, mais... Non, je comprends. Donc, un auteur devrait se rappeler de ce but-là derrière ce processus de bêta-lecture-là en se disant « OK, ça fait mal ce que je lis, le commentaire, ou ce que j'entends, le commentaire du bêta-lecteur, mais c'est pour la bonne cause. » C'est pour... Plutôt que de dire « on va essayer de blesser le bébé », c'est plutôt de l'aider à évoluer. OK. On l'aide à évaluer, puis si le bêta-lecteur... Tu sais, je pense que le pire qui pourrait arriver, c'est un bêta-lecteur qui n'arrive pas à la fin d'un roman. T'sais, si tu n'arrives pas à la fin du roman, si tu ne te rends pas à la fin, si tu ne le développes pas, officiellement, tu n'étais pas là pour faire ce travail-là. Parce que le roman soit bon, que le roman soit mauvais, si on me soumet un roman pour faire de la bêta-lecture, je vais me rendre à la fin de l'histoire. Je vais le lire une puis deux fois. Pourquoi? Parce que la personne m'a demandé de faire ce travail-là pour lui, de lui rendre ce service-là. Puis je vais le faire en tenant ça en compte. C'est-à-dire que je vais me rendre, je vais développer, je vais le lire une puis deux fois, puis je vais voir si mon idée peut aider à développer le roman ou si ma perception est là. C'est toujours dans une optique, de développement. Puis on essaie de garder ça constructif. Tant que possible, on essaie de s'amuser et de garder ça constructif. Donc, c'est toujours ça. Ouais, de donner des raisons derrière les critiques, pas juste de dire c'est mauvais. Oui, c'est ça. Ça apporte rien de dire c'est mauvais. Là. C'est mauvais, mais pourquoi c'est mauvais? Justement, comme tu disais, est-ce que c'est parce que le personnage est en carton? Est-ce que c'est parce que l'histoire se tient pas debout? Au début, il se passait telle affaire, puis à la fin, il se passe telle autre, puis ça n'a aucun sens entre les... Il n'y a aucune cohérence entre les deux. Donc, j'imagine que... Ben, en fait, j'ai déjà... Comme je dis, j'ai déjà été des deux côtés. Donc, j'ai fait la bêta-lecture et j'ai eu des bêta-lecteurs et je pense que vous se rappelez justement du but constructif de la critique. Oui. La raison pour laquelle on fait, pour qu'on demande ça, c'est est-ce qu'on demande de faire lire notre livre par des bêta-lecteurs pour valider le fait que notre roman est bon ou pour améliorer notre roman? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas juste une question d'ego, c'est une question vraiment de construction puis OK. Est-ce que tu penses que ça peut être utile d'avoir plusieurs bêta-lecteurs pour un même roman? Je pense que oui. Je crois que oui, Isabelle, parce que d'une personne à l'autre, on n'aura pas la même vision du roman. C'est pas la même chose qui va nous accrocher, c'est pas les mêmes détails qui vont nous chicoter. On est dans une ère où le politique correct a une certaine importance, où on doit être intégré, on doit être moderne, on doit fitter avec ce qui est aujourd'hui 2020, 2021, le monde dans lequel on vit. Puis certaines choses vont être sensibles pour certaines personnes, puis moins sensibles pour d'autres, puis d'avoir une vue de plusieurs personnes différentes va aider justement à fixer ces détails-là. Donc, tu sais, quelque chose qui, moi, ne m'accrochera pas, parce que traditionnellement, parce que je suis, tu sais, comme je suis, puis qui pourrait accrocher éventuellement quelqu'un d'autre, avoir un certain effet. Donc, à ce niveau-là, de le faire lire par plusieurs personnes différentes pour amener chacun leur point de vue, mais chacun leur bagage aussi dans cette histoire-là. Oui, parce qu'on peut pas aimer, on peut pas tout aimer nécessairement comme lecteur. Moi, je suis une grande lectrice, là, mais je peux pas dire que j'aime tout ce que je lis. Mais c'est pas parce que le livre est nécessairement mauvais, c'est peut-être juste des fois parce que ça me rejoint pas. Donc, j'imagine que d'avoir une équipe de bêta-lecteurs, mais je dis une équipe, c'est pas nécessairement besoin d'être 10 personnes, là, mais 2, 3 personnes différentes qui ont des goûts différents, ça peut apporter un certain équilibre. Je crois que trop, c'est comme pas assez. À un moment donné, je dirais peut-être quelque chose comme j'ai eu une situation. Ben, en fait,
imagine que demain matin, tu donnes ton projet à, disons, 15 personnes différentes. Okay? Ces 15 personnes-là t'amènent un bagage où sont extrêmement descriptifs dans leurs choses. Fait que là, tu te ramasses des fois avec 20, 30 000 mots écrits en critique de ton roman, tu sais. Ouais. Comment démêler tout ça par la suite? Non, je pense que peut-être de tester des personnes, c'est-à-dire de leur présenter, de voir qu'est-ce qui en ressort, est-ce que selon toi, ça fait du sens, puis de conserver cette personne-là si elle convient au style d'écriture que tu désires remettre. Je pense qu'une équipe de bêta-lecteurs, c'est un peu comme une équipe de travail, c'est-à-dire que tu dois pouvoir les engager, c'est-à-dire que, dire, cette personne-là, je trouve que les critiques qu'elle m'amène sont intéressantes pour moi, pour mon style d'écriture, puis aide à développer, je vais la conserver. Cette personne-là, généralement, tu sais, elle va m'apporter des points, mais j'y vois pas nécessairement de sens ou d'amélioration, donc, tu sais, je continuerai pas nécessairement à lui présenter chacun de mes romans pour faire de la bêta-lecture, parce qu'au bout du compte, j'en ressors pas grand-chose. Donc, c'est ça. Je pense qu'une équipe de bêta-lecteurs, ça se travaille. C'est pas parce qu'ils veulent le faire, mais parce qu'on considère qu'ils ont un intérêt pour nous jusqu'à un certain point, là, que ça va avoir un effet sur les romans. Parce que j'imagine que d'avoir un bêta-lecteur ou une bêta-lectrice, les deux se peuvent, qui est trop proche de nous, ça peut être difficile aussi. Peut-être que les gens peuvent avoir de la difficulté. Disons, si on fait appel à un ami ou un parent, ou que ça peut être difficile d'avoir vraiment cet œil critique-là, cet œil externe-là. Ben, c'est sûr que pour moi, c'est dur à dire, Isabelle, parce que la personne principale à qui j'offre ce service-là, c'est ma conjointe, tu sais. D'un autre côté, on a ce type de relation-là, tu sais. On a une relation qu'on a bâtie plutôt, quand on discutait, je t'en ai parlé, elle m'a un peu groomé pour ça, là, tu sais. Moi, je suis parti d'une personne qui lisait à peu près pas, au début de notre relation, qui dure depuis maintenant plus de 10 ans. Puis, à lire de plus en plus ou à m'acheter des romans. Tu sais, j'ai commencé avec les Forgotten Realms, puis les Dragonlance, puis des choses comme ça qui étaient très, très fantastiques, des grosses séries de livres super longues avec des écrivains qui variaient selon la série. Tu sais. Puis, au fur et à mesure, j'ai développé mes skills de lecture, puis elle m'a formé à ça. Donc, grosso modo, c'est dur pour moi de dire est-ce que c'est plus dur de prendre une personne qui est proche? Ben, nous autres, dans notre situation, ça marche. Est-ce que ça marche pour tout le monde? C'est dur à dire. Je crois de prendre quelqu'un vers qui on a suffisamment confiance et dont on sait que la critique va être donnée pour améliorer et non pour simplement critiquer ou être mesquin, là. Ouais. Mais d'être capable aussi de critiquer, de pas juste dire « Ah, c'est bon, j'ai adoré ». Mais ça aide pas vraiment. C'est super d'entendre ça, mais je pense que l'idée, c'est de savoir où est-ce que c'était moins bon. Si c'était merveilleux, parfait, mais il doit y avoir des places où c'était moins bon. Je peux pas croire que c'était si extraordinaire que ça en un premier essai. Ben, c'est ça. C'est le même principe que les étoiles sur Amazon. Hein? T'as 4 étoiles, t'as 2 étoiles, t'as 1 étoile, mais il n'y a pas de commentaire. Il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Je ne pourrais pas m'améliorer face à ça. Ben. C'est le même principe. C'est... Ah oui, c'était super bon. C'était super bon. Face à quoi? Comparé à quoi? À quel roman? À quel type de littérature? Tu sais, oui, en effet. Oui. Est-ce que tu penses que pour un auteur qui souhaite se faire éditer de façon traditionnelle, ça peut être utile aussi d'avoir un bêta-lecteur ou c'est quelque chose qui est vraiment juste pour les auteurs auto-édités? Je crois que je suis pas très ferré au niveau des maisons d'édition, mais j'imagine que les maisons d'édition aussi ont un processus un peu de ce genre-là. Tu sais, je peux pas croire que c'est le chef de la maison d'édition qui lit tous les romans pour voir si c'est bon ou pas. Tu sais, non, c'est ça, ils ont des comités de lecture. C'est ça. Évidemment, il doit y avoir quelqu'un qui passe sur ces romans-là. Est-ce que s'il y a déjà quelqu'un qui a passé, qui a levé les flags sur des points faibles, j'imagine que quand on arrive en maison d'édition et qu'on présente le roman, qui est juste plus solide parce que le niveau d'écriture, le niveau d'histoire est plus solide, j'imagine que ça peut qu'être positif. Donc, ça peut juste aider. C'est ça. Est-ce que c'est uniquement pour les auto-édités? Je pense pas. Ça dépend toujours dans quelle direction qu'on veut le faire. Tu sais. Selon toi,
Qu'est-ce que ça prend pour être un bon bêta-lecteur? On en a parlé souvent, mais si tu avais à relever 2 à 3 caractéristiques d'un bon bêta-lecteur, ce serait quoi? La première, c'est mener à bien. Je dirais, là, si vous voulez faire de la bêta-lecture, si un auteur vient vers vous pour vous offrir de faire de la bêta-lecture, rendez-lui le service de le lire au complet. Okay. Une fois, au moins une fois, puis si c'est pas 2. Puis, donc... De ne pas s'engager, puis de finalement rien faire ou pas le faire au complet. Exactement. Rendez ce service-là, c'est-à-dire rendez le projet à la fin, faites-le une fois, peut-être même 2 fois, une fois pour vous imprégner de l'histoire, puis une deuxième fois pour être en mesure de la noter comme il faut, puis remettez ces informations-là à l'écrivain. Peu importe ce que c'est, que ce soit positif, extrêmement positif, ou que ce soit beaucoup plus critique, présentez-le. Donc ça, c'est la première des choses, je dirais. Deuxième des choses, s'intéresser à la littérature en elle-même, c'est-à-dire la structure d'un roman, comment développer l'histoire, qu'est-ce qui est un illogisme en face à l'histoire, apprendre à développer ses skills pour ce qui est de la compréhension d'un arc de pensée d'un personnage. Donc, tu sais, pour être capable de justement se mettre dans la peau du personnage, puis être capable de voir si oui ou non, ça fait du sens qu'il réagisse de telle façon face à la situation qu'il vit. Donc, ça peut être ça peut être quelque chose qui se forme avec le temps, devenir un bon bêta-lecteur. C'est pas quelque chose qui s'attrape nécessairement dès notre première lecture. Non. Puis, je crois que ça vient aussi avec une bonne compréhension de la structure d'un roman. Donc, tu sais, qu'est-ce qui est l'intro, qu'est-ce qui est le milieu, qu'est-ce qui est la fin. Quels événements peuvent être bâtis au fur et à mesure du roman. Puis je pense que ça vient avec cet apprentissage-là. Puis la dernière chose, je pense, c'est à prendre plaisir à le faire. C'est-à-dire lire, lire encore, lire beaucoup, puis juste développer son esprit critique face aux histoires qu'on lit. Tu sais, autant que le livre qui nous est offert pour faire de la bêta-lecture qu'un roman qu'on emprunte à la bibliothèque qui date des années 70, puis qu'on relève les différences entre l'écriture à l'époque et l'écriture moderne. C'est ça que j'allais te demander. Maintenant que tu fais de la bêta-lecture, j'allais dire à temps plein. C'est pas vrai, là, pas à temps plein, mais tu en fais régulièrement. Oui. Es-tu encore capable de prendre un roman puis d'apprécier le roman sans avoir envie de l'évaluer? Oui. Il y a certains auteurs, en effet, là, que... Tu sais, il y a certains auteurs qu'on a apprécié beaucoup plus. Moi, j'ai adoré tout ce qui était les Anne McCaffrey, les Ballades de Pern, qui est une série que Mélanie m'avait présentée. On a beaucoup de romans là-dedans. Je lis souvent des Patricia Briggs. Donc, tu as tes auteurs favoris que eux, tu vas rentrer dans l'histoire, tu ne commenceras pas à analyser tout ce qui se passe. Est-ce que ça, c'est bon? Ah, ça, j'aurais pas dit ça de même. Ou non, tu es capable encore de trouver du plaisir dans ta lecture? Oui, je suis capable de trouver encore du plaisir dans ma lecture, de un, puis de deux, parce que généralement, ma première passe que je fais sur un roman, je vais vraiment lire l'histoire au-delà, tu sais, des descriptifs qui sont peut-être trop longs ou tout ça. Tu sais, je vais vraiment essayer de m'imprégner de l'histoire. Donc, généralement, c'est vraiment plus dans ma deuxième lecture où je vais être plus en analyse sur le roman, si on veut. Donc, ça me permet justement de garder ça, là, de garder le petit plaisir, le petit loisir. Par contre, j'ai une fâcheuse tendance à watcher punch d'avance. C'est-à-dire que tu sais, je vois venir de bonheur dans un roman, ce qui va arriver généralement. C'est sûr que des fois, ça tue un peu le plaisir, mais c'est correct pareil. Super. Mais je te remercie beaucoup, David, d'être prêté au jeu aujourd'hui de l'entrevue. Écoute, c'est pas quelque chose qu'on fait nécessairement tous les jours. Fait que merci d'avoir osé, merci d'avoir répondu à nos questions. Je suis certaine que les auteurs qui nous écoutent vont avoir envie ceux qui ne le font pas déjà, auront envie de tenter l'expérience de la bêta lecture. Fait que je te remercie beaucoup, puis
on aura peut-être la chance de se reparler dans d'autres occasions. Toi, t'écris pas, hein? Non. OK. Non, On sait j'écris jamais. On sait Ah jamais. non, je laisse ça aux autres. Je préfère lire. Ça fait pareil. Excellent. Fait que je Merci te de remercie m'avoir. beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci à David Caron pour cette belle entrevue. Et vous l'aurez deviné, donc c'est mon conjoint. Je tiens à spécifier que ça fait plus que 10 ans, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. Donc ça fait 10 ans de mariage, 15 ans de vie de couple. Donc, Et 1 an, 2 ans d'activité de bêta-lecteur pour toi? ouais, 2 ans de façon sérieuse. Mhm. Sinon, David a toujours lu mes projets d'écriture. Là, si on remonte 10-12 ans plus tôt. Il a toujours fait partie prenante, toujours été ma première ligne de critique, si on veut, mais vraiment, dans les 2 dernières années, son rôle s'est affirmé pour vraiment... mais j'ai réalisé que beaucoup de choses qu'il me disait faisaient écho à ce que d'autres lecteurs le me disaient. Donc, je me suis mis à lui faire lire en premier mes textes, puis ensuite, un coup qu'on a comme fait le gros débroussaillage, si on veut, là, qu'on a coupé les grosses branches, Mhm. mais là, on va faire la finition avec mes 3 ou 4 autres bêta-lecteurs. Puis... donc, c'est ça, c'est une part très importante de mon processus. Oui. Mais il faut aussi dire, ben, tu l'as soulevé, hein, on est conjoints, donc on est proches. Puis, c'est pas toujours facile de prendre la critique de quelqu'un de qui on est aussi proche. Mhm. Puis, je pense que ça fait partie de la beauté de notre relation, c'est que, bon, déjà de base, on aime tous les deux argumenter. Donc, ça, tu sais, ça rejoint quelque chose en nous, on aime ça. Mais quand je sens que c'est trop ou quand ça touche une corde sensible ou quand tu sens que les émotions débordent, ben là, tu sais, j'hésite pas, je vais lui dire, OK, t'es mort, on prend une pause, Mhm. arrête. Des fois, tu sais, c'est juste trop, tu sais, j'ai besoin d'y réfléchir, puis on revient, mais tu sais, jamais, tu sais, c'est sans rancune. Ouais. Parce que je sais que lui, tu sais, des fois, justement, il va faire d'autres choses, il revient, puis il va continuer à penser à mes personnages. Donc, tu sais, il est habité par l'histoire, puis et c'est comme son C'est quand même esprit bon signe. critique. Oui, c'est ça, exact. C'est toujours bon signe. Fait que c'est vraiment son esprit critique qui se met en branle, tu sais. Il le fait pas, c'est pas une attaque personnelle, puis c'est comme Mhm. ça qu'il faut le prendre, tu sais, comme vraiment quelque chose pour améliorer l'histoire. Puis toi, qu'est-ce qui t'a ressorti? Mais en fait, je veux faire du pouce sur ce que tu dis parce que je pense que ça peut être la crainte de certains auteurs de faire affaire avec un bêta-lecteur, c'est d'avoir peur de se faire démolir son manuscrit finalement. Mais d'un autre côté, ben, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme ça en partant. Il faut voir ça comme un processus d'amélioration du manuscrit. Mais moi, je me dis personnellement, aussi bien le faire là avant qu'il soit publié que de recevoir ces commentaires-là plus tard, une fois que le livre est publié, ou encore d'envoyer ce livre-là à une maison d'édition qui, elle, va le refuser parce que, justement, elle aurait les mêmes commentaires, mais elle va dire, nous, on ne veut pas travailler. T'sais, les maisons d'édition ne voudront pas mettre du temps sur un manuscrit qui a des problèmes Majeur. de cohérence ou des problèmes majeurs ou des sections complètes à changer, etc. Donc, aussi bien de faire le travail avant avec quelqu'un, mais je pense que c'est important de trouver justement une bonne personne tu sais, j'allais dire de faire un genre de processus de recrutement pour tes bêta-lecteurs, mais pas d'accepter n'importe qui, pas d'accepter quelqu'un que tu sais qui adore tout ce que tu écris. Comme par exemple, si tu demandes à tes parents puis que tes parents ont tendance à toujours tout aimer ce que tu fais dans la vie, ben c'est merveilleux, là, ça va remonter le moral, mais c'est pas ça qui va aider à améliorer le contenu du texte. Fait que je pense que de faire... oui, de trouver la bonne personne, puis d'être clair, on en a parlé pendant l'entrevue, mais d'être clair sur nos attentes, ce qu'on attend, puis aussi sur un échéancier, parce qu'il n'y a rien de pire pour un auteur d'avoir des bêta-lecteurs, puis que les bêta-lecteurs ne rendent pas leur compte, leur critique, leur analyse avant une date précise, parce qu'on attend, nous, on attend. Oui, des fois, on peut avoir un objectif en tête, mais c'est important de le clarifier dès le début, de dire, bon, ben moi, je te laisse, je sais pas, moi, 2 mois pour lire mon livre, malgré que je trouve que c'est long un peu. Mais je te laisse 2 mois, puis dans 2 mois, je veux avoir quelque chose, parce que si je ne l'ai pas, moi, ça me retarde. 2 mois, je trouve ça long, parce qu'en théorie, quelqu'un ne reprendra pas 2 mois pour lire ton livre. Non, c'est ça. C'est que tu n'as pas fait passer en priorité ici, c'est le cas. C'est ça. Puis, un lecteur, mettons que le lecteur emprunte le livre à la bibliothèque,
ben, c'est généralement 3 semaines. Donc, je pense qu'un 3 semaines pourrait être quelque chose de raisonnable pour prendre. C'est sûr que ça dépend de la longueur de la brique, là, si vous avez un livre très, 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 très long. Mais je pense qu'en 3 semaines, un livre classique, là, entre 60 000 et 80 000 mots, disons, là, ça peut être amplement suffisant pour faire une ou deux lectures puis être capable d'émettre des commentaires. Mais encore là, c'est à vous de gérer vos affaires avec vos bêta-lecteurs. Moi, j'ai fait appel à des bêta-lecteurs pour mon dernier tome. D'ailleurs, David avait lu mon dernier tome. J'avais pris ses commentaires. Et j'ai agi à titre de bêta-lecteur pour d'autres aussi, parce que je pense que ça peut être très enrichissant comme auteur de faire l'exercice, de lire le premier jet de quelqu'un, puis de faire cet exercice-là, de se questionner sur « OK, est-ce que ça, c'est bon? Est-ce que ça ajoute à l'histoire? Est-ce que le personnage il est crédible? Est-ce que le personnage, je l'aime? » C'est toutes des questions que je me suis posées quand j'ai fait ce travail-là. Puis ensuite, quand je rapporte ça dans mon travail d'écriture, ben, je suis capable de me détacher un peu plus et de dire « OK, si je lisais ça, est-ce que justement, je me poserais ces mêmes questions-là? Est-ce qu'il y a des parties, est-ce qu'il y a des temps morts? Est-ce qu'il y a des temps où ça va trop vite? Est-ce que les personnages sont attachants? » D'essayer de se faire une vraie auto-évaluation. Des fois, ça peut aider. Mais je pense que c'est super pertinent de faire l'exercice une fois dans sa vie, de le faire pour quelqu'un d'autre, mais de recevoir des bêta-lecteurs pour chaque projet, je pense que c'est, je dirais primordial. Surtout quand on débute. Faut aussi que ce soit nous qui fassions l'exercice ou qu'on soit en train d'établir nos attentes face à nos bêta-lecteurs, il faut faire attention à la nature des critiques qu'on demande ou qu'on donne, parce que, comme écrivain, on pourrait être tenté de donner la solution. Donc, de spécifier exactement quelle phrase ou quelle scène devrait être corrigée puis de quelle façon, mais que ce soit notre bêta-lecteur ou nous, il ne faut pas aller chercher si pointu, parce que c'est là qu'on vient un peu brimer la liberté artistique de l'auteur, puis c'est vraiment de donner des critiques au niveau de notre ressenti. Puis il y avait une échelle, c'est la méthode ABCD. Donc, aimer, bof, donc pour qu'on s'ennuie, C pour la compréhension, puis D pour déplu. Donc, l'auteur ne peut pas nier. Si toi, tu n'as pas compris la scène, tu dis « je ne comprends pas ce qui se passe », l'auteur peut dire « ben non, c'est évident ». Ben non, c'est évident. J'ai pas compris. Ça m'a déplu, j'ai pas aimé l'interaction entre les deux personnages. L'auteur ne peut pas dire ben, « c'est parce que tu n'as pas compris ». Ben, j'ai pas aimé ça. Donc, est-ce que ton commentaire reflète une bonne partie de la population? Si oui, est-ce que l'auteur a volontairement fait en sorte que la scène soit déplaisante, ou est-ce que c'est accidentel puis il faut pas que ça le soit? Donc, si on s'en tient vraiment au ressenti, puis des fois, nos bêta-lecteurs peuvent nous donner des conseils, des critiques un peu nébuleuses, puis ça va être à nous d'aller analyser la critique pour essayer de trouver justement c'est quoi la source de leur ressenti, puis c'est à ce moment-là qu'on peut vraiment venir retravailler notre texte pour corriger ces besoins-là. J'aime ça, A, B, C, D, c'est facile à se rappeler en plus. Oui, c'est super direct. Ça me fait penser à une autre méthode qu'on pourrait utiliser, qui est une méthode que moi j'utilise quand je lis, mais pas comme bêta-lectrice, mais comme lectrice, qui est une méthode pour donner ma note pour les étoiles. Donc, c'est un participant d'un club de lecture que je fais partie qui m'avait partagé ça, puis je trouvais que c'était super pertinent. Donc, lui disait, chaque livre, plus une grande parenthèse, mais vous allez voir où je m'en vais à la fin. Chaque livre, on part à 4 étoiles. Donc, j'ouvre le livre a 4 étoiles. C'est comme la note 4 étoiles sur 5, là, on s'entend. C'est la note de base. Ensuite, le livre peut perdre jusqu'à 3 étoiles, parce que la note minimum est 1 étoile. Au cas où vous ne le sauriez pas, on ne peut pas laisser 0 étoile dans une critique en ligne sur aucun des sites. Donc, il peut perdre 1 étoile pour chacun de ces 3 grandes catégories-là. Donc, les personnages, donc ça peut être si les personnages n'étaient pas attachants, pas cohérents, pas etc. Donc, j'ai pas aimé les personnages, perd 1 point. J'ai pas aimé l'histoire. Donc, l'histoire, c'est grand, là, c'est très large. Ça peut être, j'ai pas compris l'histoire, mais tout ce qui touche à l'histoire. Puis le dernier point, c'est par rapport à l'écriture. Donc, soit l'écriture, les phrases étaient trop longues, étaient incompréhensibles, il y avait des erreurs,
c'était trop poétique, peu importe, ça fait partie de l'écriture. Donc, le livre peut perdre jusqu'à 3 points, donc de 4, tomber jusqu'à 1. Puis le 5 étoiles, c'est seulement si le livre est vraiment, véritablement un coup de cœur du genre « je vais me rappeler toute ma vie » ou « ça m'a marqué, ça m'a touché à tel point ». Donc, c'est un point supplémentaire. Donc, pour avoir 5, il faut que le livre soit quasi parfait pour nous, parce qu'il peut être quasi parfait pour nous, peut être nul pour quelqu'un d'autre. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que le bêta-lecteur peut donner des commentaires sur ces 3 grands critères-là, dans le fond. L'écriture, j'ai aimé, j'ai pas aimé, ça m'a déplu, j'ai pas compris. L'histoire, même chose, les personnages. Donc, on peut combiner un peu les deux, le ABCD que tu avais nommé, puis ce type de classement par 3 grandes catégories. Je pense qu'un bêta-lecteur qui part avec ça, là, a vraiment tout en main pour faire une critique complète du livre, puis aider vraiment l'auteur là, à améliorer son rendu, finalement. Ben moi, ça m'est arrivé avec un bêta-lecteur débutant. Donc, c'est une grande lectrice, mais elle n'avait jamais fait ce travail-là. Puis, je lui ai donné un questionnaire. Puis, justement, ce que je demandais, c'était son ressenti. Puis, effectivement, sur la cohérence, justement, les personnages, etc. Donc, un petit questionnaire, là, les questions, ça tenait sur une page, là, une dizaine de questions, justement, qui tournaient autour de ces choses-là pour l'aiguiller dans sa réflexion. Tu vois, David, par contre, je n'ai jamais donné de questions dirigées. Là. C'est vraiment... Mais, tu sais, c'est l'expérience qui parle à ce niveau-là. Donc, des fois, c'est à nous aussi de s'adapter un petit peu à notre bêta-lecteur puis de définir la relation qu'on veut avoir avec eux, de les encadrer plus, de les encadrer moins. C'est sûr que si on a des expériences où on n'a pas de retour, où on a des retours incomplets, bien là, ça peut être signe qu'il faut retravailler un peu notre approche. Mais je pense que le questionnaire, ça peut être une bonne idée, surtout quand on veut avoir une opinion sur quelque chose de bien précis. Encore là, pas une opinion d'écrivain, mais une opinion de lecteur, donc sur des sections bien précises. Par contre, je dirais, attention de ne pas être trop directif dans vos questions, parce que d'être trop directif, ça peut aligner vers une réponse, puis c'est pas nécessairement ça qu'on veut. On veut le vrai avis, le vrai ressenti du lecteur. Puis attention aux questionnaires trop longs, hein. Ça peut rebuter. Si quelqu'un reçoit un manuscrit de 300 pages avec un questionnaire de 20 pages, là, ça se peut que ça nous tente moins de faire le travail de bêta-lecteur tout simplement parce qu'on manque de temps. Tout le monde vit la même chose. Là. Dans la vie, on a du temps, mais on n'a pas tant de temps que ça. C'est une ressource limitée, le temps. Oui. Et que j'aimerais savoir, je suis curieuse de savoir, parmi ceux qui nous écoutent, s'il y en a qui ont déjà fait affaire avec des bêta-lecteurs, qui sont bêta-lecteurs ou qui ont l'intention de faire affaire avec des bêta-lecteurs, bref, laissez-nous des commentaires. On aime ça vous lire, puis on aime ça savoir que vous nous partagiez vos expériences. C'est toujours super intéressant. Et on se dit à la semaine prochaine. Yes! Bye! Bonne semaine! À bientôt!